Le cours numéro 11 porte sur le modèle du Big Bang, qui est le modèle cosmologique le plus généralement accepté aujourd'hui. Un modèle cosmologique, c'est une description de l'univers dans son ensemble. Le cours est divisé en 5 parties. Alors, les 4 premières parties correspondent aux 4 étapes de la méthode scientifique. Alors, on a l'observation, qui est la première étape. Donc, on observe un phénomène, on veut expliquer le phénomène, donc on avance une hypothèse pour l'expliquer. L'hypothèse, c'est la deuxième étape. Troisième étape, on fait une ou des prédictions à partir de l'hypothèse. Et la quatrième étape, on vérifie les prédictions. Donc, si les prédictions sont vérifiées, l'hypothèse, on lui donne le nom de théorie. Alors, dans le cas du modèle du Big Bang, certains appellent ça la théorie du Big Bang parce que les hypothèses qui ont l'hypothèse d'univers qui aurait eu un début, le Big Bang, mène à des prédictions qui ont été vérifiées. Alors, le modèle du Big Bang n'est pas sans problème. Donc, la 5e partie du cours va être consacrée à certaines observations pour lesquelles on a besoin de faire des ajouts au modèle pour être capable de les expliquer. Alors, ceux qui choisiront la question numéro 3 pour l'épreuve certificative, qui vous demande de décrire l'application de la méthode scientifique ayant permis d'établir le modèle du Big Bang, ainsi que les enjeux contemporains de la cosmologie, auront tous les éléments pour répondre à partir du cours d'aujourd'hui. Alors, la première partie, ce sont les observations. Les observations, en fait, elles sont résumées dans ce qu'on appelle la loi de Hubble, dont on a parlé à la fin du cours numéro 10. Ce qui a mené Hubble à faire ces observations, c'est des travaux réalisés dans les années 10 par Vesto Slipher. Il faut se rappeler qu'il y a 100 ans, on pense que la Voie lactée, c'est ça l'univers. Donc, les nébuleuses qu'on voit, on pense que c'est des nuages de gaz dans la Voie lactée. C'est Hubble, en fait, qui en 1923 va se rendre compte que il y a plusieurs de ces nuages-là qui ne sont pas des nébuleuses dans notre galaxie, mais des galaxies elles-mêmes. Alors, ce qu'il fait dans les années 10, c'est pas ça. Alors, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il observe les spectres de plusieurs nébuleuses et se rend compte que la très grande majorité, 21 sur 25, s'éloignent de nous à des vitesses très élevées. Donc, c'est assez surprenant. Si on pense qu'il s'agit de nuages de gaz dans notre galaxie, de voir qu'ils s'éloignent très rapidement de nous, très difficile à croire. Alors, Hubble, après avoir découvert que les nébuleuses de Slipher n'étaient pas des nuages de gaz, mais des galaxies, il va déterminer la distance à ces nébuleuses-là et à l'aide des céphéides. Et puis, il va étudier d'autres nébuleuses et déterminer la vitesse de récession de ces nébuleuses-là et arriver à la loi de Hubble. Donc, la loi de Hubble nous dit qu'à partir d'une certaine distance, c'est-à-dire au-delà du groupe local de galaxies, toutes les galaxies s'éloignent de nous, c'est-à-dire qu'elles sont toutes décalées vers le rouge. Leur spectre est décalé vers le rouge. Voici le graphique qui apparaît dans le premier de 2 articles de Edwin Hubble. C'est un graphique équivalent à celui qu'on a réalisé dans le cours numéro 10 en observant des galaxies vues de face. Alors, vitesse, distance, chaque point représente une galaxie. Alors, clairement, c'est moins évident que dans le graphique que nous, on a fait, qui est un peu arrangé avec les gars des vues, je vous l'admets. Mais il y a quand même une tendance. Il y a vraiment une tendance, c'est-à-dire que plus une galaxie elle est loin, plus elle est à droite dans le graphique, plus elle va être haute dans le graphique, donc plus elle va avoir une grande vitesse de récession. Parce que la vitesse, quand elle est positive ici, au-dessus de 0, c'est que la galaxie s'éloigne. Si la vitesse est négative, c'est qu'elle s'approche. Donc, les 4 galaxies, les 4 seules nébuleuses, entre guillemets, qui s'approchaient, selon les observations de Slipher, c'est les 4 qui sont ici. En fait, ce sont 4 galaxies qui sont dans l'amas local. Donc, Andromède est là-dedans. Andromède, on sait qu'elle s'approche de la Voie lactée. Alors, Edwin Hubble, mathématiquement, obtient qu'il y a une relation linéaire entre la vitesse et la distance. Alors, on a une droite dans ce graphique-là, et la pente de la droite, c'est la constante qui est ici, qui est h. On l'appelle aujourd'hui la constante de Hubble. Donc, Hubble n'est pas
est assez humble pour ne pas appeler la constante H dans son article. C'est aujourd'hui qu'on l'appelle comme ça. Alors oui, H, c'est la constante de Hubble. Et en fait, premièrement, le graphique qui est là, si vous n'êtes pas convaincu, ce que je dois vous dire, c'est que ça, c'est le graphique qui apparaît dans l'article de 1929. Entre 1929 et 1931, Hubble, avec l'aide d'un astronome qui travaille à l'Observatoire du Mont Wilson, qui s'appelle Hugh Mason, il va raffiner les observations, aller observer des galaxies qui sont encore plus loin, beaucoup plus loin même, et obtenir un graphique qui est pas mal plus convaincant que celui-là. Alors, rendu là, les astronomes vont dire, OK, cette relation-là, découverte par Hubble, ce qu'elle signifie, c'est que l'univers est en expansion. Donc, l'analogie qu'on fait souvent, c'est celle du pain au raisin, c'est-à-dire que vous avez des raisins qui sont distribués en 3 dimensions dans un pain qui n'est pas cuit encore. Il y a un raisin qui peut représenter la Voie lactée, par exemple, et vous regardez ce qui se passe avec 2 autres raisins. Raisin A qui est initialement une distance de 6, raisin B qui est initialement une distance de 3. Et là, vous mettez le pain au four, il gonfle, expansion uniforme, et vous remesurez les distances au raisin. Donc, le raisin A est rendu à 12, admettons. Si c'est le cas, à ce moment-là, le raisin B, vous verriez qu'il est rendu à 6. Donc, le raisin A s'est éloigné d'une distance de 6, passé de 6 à 12. Le raisin B s'est éloigné d'une distance de 3, passé de 3 à 6. Donc, leur vitesse, le raisin A s'est éloigné 2 fois plus vite que le raisin B dans le même temps. Okay. En fait, s'est éloigné 2 fois plus vite, a parcouru une distance 2 fois plus grande dans le même temps. Donc, la vitesse est proportionnelle à la distance. C'est ça que ça nous dit. Donc, la loi de Hubble implique que l'univers est en expansion et H, la constante de Hubble, ça représente justement le taux d'expansion de l'univers. Donc, H, c'est le taux d'expansion de l'univers. Donc, la valeur obtenue par Hubble, à l'aide de ces graphiques, c'est H égale 0,56. Vous allez voir pourquoi c'est important à l'instant. Alors, OK, on a un univers qui serait en expansion. Donc, les galaxies s'éloignent les unes des autres. Ça, c'est si on tourne le film à l'endroit, dans le sens où le temps avance normalement. Si on tourne le film à l'envers, les galaxies s'approchent toutes les unes des autres. Et à un moment donné, dans le passé, ça veut dire qu'elles étaient toutes les unes par-dessus les autres. Alors, il n'y a plus de galaxies rendues là, il n'y a même pas d'étoiles. On a tout simplement une soupe de particules qui est très, très chaude, très, très dense. Et quand cette densité-là devient extrême, on dit l'univers a son début à ce moment-là, début qu'on appelle le Big Bang. Okay? Ça, c'est si on tourne le film à l'envers. Alors, le taux d'expansion, qui est représenté par H, plus il est élevé, plus ça veut dire que le Big Bang est proche dans le passé. Autrement dit, plus l'univers s'expand rapidement, moins ça fait longtemps qu'il a commencé à s'expandre. Donc, l'âge de l'univers est directement relié à la valeur de la constante. L'âge de l'univers, on peut démontrer que, on va appeler ça T, temps, âge, que c'est 1 sur H. Autrement dit, plus le taux d'expansion est grand, on est au dénominateur, plus l'âge de l'univers va être petit, et vice-versa. Alors, si on va mettre un 0,56, la valeur mesurée par Hubble là-dedans, ce que ça nous donne, c'est 1,8. Les unités, c'est des milliards d'années. J'écris G majuscule pour giga, là. 1,8 milliard d'années. Alors, tout de suite, on voit qu'il y a un problème. À l'époque, on a réussi à mesurer l'âge de roches sur la Terre, des vieilles roches. On obtient 4, quelques milliards d'années. Alors, on pense que la Terre a cet âge-là. On se doute que le Soleil a un âge similaire. Donc, il y aurait des objets qui sont plus vieux que l'univers. On parle de 4, 5 milliards d'années pour certains objets. Comment l'univers peut-il avoir seulement 1,8 milliard d'années? Donc, il y a déjà un premier problème qui apparaît avec l'âge de l'univers dont on va parler tantôt. Alors, la loi de Hubble implique que toutes les galaxies que l'on voit étaient situées au même point il y a très longtemps. Ce moment-là, c'est ce qu'on va appeler le Big Bang. Alors, ça, c'est notre hypothèse.
L'idée du Big Bang, c'est une hypothèse, que l'univers a commencé dans un état de haute densité et est en expansion depuis. C'est ça l'hypothèse du Big Bang. Ce que je dois vous dire, c'est que le mot Big Bang, là, on est autour de 1930, OK, quand tout ça s'est établi. En 1930, il n'y a personne qui utilise Big Bang comme mot. Le mot Big Bang va être proposé à la blague dans les années 60 par un opposant au modèle du Big Bang pour rire de cette idée-là, et le nom est resté. Mais on va l'appeler quand même comme ça pour en parler, même si à cette époque-là, on n'utilisait pas ce nom-là. Alors, OK, le Big Bang, c'est une explosion de l'espace et non pas une explosion dans l'espace. Alors ça, c'est très important. Presque toujours, les gens, quand ils pensent au Big Bang, donc je parle de le commun des mortels, pas l'astronome ou le cosmologiste, là, le commun des mortels, quand il pense à Big Bang, il pense à une grande boîte vide, l'univers, au centre duquel il y a toute la matière qui est actuellement dans l'univers, qui est concentrée à un point, très, très dense, et au Big Bang, il y a une explosion et cette matière-là commence à remplir l'univers. Alors, ce n'est pas ça du tout. Okay? Le Big Bang, c'est l'apparition de l'espace et du temps en même temps. Autre information, l'expansion n'affecte pas la taille des objets qui en font partie. On l'a vu dans le cours numéro 10. La taille des objets dépend des forces qui agissent entre ce qui compose l'objet. Alors, les amas de galaxies gardent leur taille, mais la distance entre les amas de galaxies, elle, augmente à mesure que l'univers s'expand. L'univers ne possède pas de centre ni de limite. Oui, ça, on va mieux le comprendre vers la fin du cours quand on va parler des différentes géométries possibles pour l'univers. Mais ce que je peux vous dire tout de suite, c'est qu'actuellement, on est pas mal certain que l'univers est infini. Or, si l'univers est infini, il ne peut pas avoir de limite. L'infini, il n'y a pas de limite. Vous vous déplacer dans une direction et jamais atteindre le bout s'il est infini. Et il n'a pas de centre non plus. Peu importe où vous êtes dans un univers infini, c'est l'infini dans chaque direction. Donc, pas de centre. L'autre point, plus ou moins, bon, c'est pas le plus important, là, c'est on spécifie tout simplement que les galaxies ne se déplacent pas dans l'espace, mais avec l'espace. Donc, c'est le tissu de l'espace qui s'étire, les galaxies suivent. Donc, ce n'est pas vraiment un décalage vers le rouge par effet Doppler qu'on a. Le décalage par effet Doppler, c'est quand une source se déplace dans l'espace. Une source de lumière, admettons, qui se déplace dans l'espace. Ici, c'est tout simplement que la lumière, donc l'onde lumineuse qui passe d'une galaxie jusqu'à nous, bien, pendant qu'elle voyage, l'espace s'étire, donc l'onde s'étire, ce qui fait que la longueur d'onde augmente. Donc, ça revient à faire un décalage vers le rouge, mais que l'on dit cosmologique. Bon, problème, j'en ai parlé un peu plus tôt, mais on le confirme ici. L'âge qu'on a ici, l'univers serait donc plus jeune que les étoiles qu'il contient. Donc, il y a un problème ici avec le modèle qu'il va falloir régler. Maintenant, un point positif pour l'idée du Big Bang. Georges Gamow, qui est un physicien d'origine russe, qui a fini par émigrer aux États-Unis dans les années 30, et un étudiant au doctorat, Ralph Alpher, qui est un très bon mathématicien, vont calculer la quantité d'hélium qui aurait pu se former au début de l'univers, pendant les premières minutes suivant le Big Bang. La température, donc c'est très, très chaud au début de l'univers, c'est très dense, très chaud, mais à mesure que l'univers s'expand, l'univers refroidit. Alors, eux ont calculé que pendant une certaine période de temps qui a duré à peu près 5 minutes, la température est passée de 1000 milliards de degrés à 1 million de degrés. Et pendant cette période-là, l'hydrogène, donc les protons qui sont dans la soupe de particules élémentaires, ont pu fusionner, se rencontrer pour devenir des noyaux d'hélium. Donc, l'hydrogène aurait pu se transformer en hélium pendant 5 minutes. Alors, il ne réussit pas à se transformer au complet en 5 minutes. Ça ne dure pas assez longtemps. Gamow et Alpher ont calculé qu'il y a à peu près 25 % de l'hydrogène qui s'est transformé en hélium. Et l'intérêt de ça, c'est que ce 25 %-là correspond à l'abondance relative hélium-hydrogène qu'on observe actuellement dans l'univers. Donc, si on fait l'inventaire des éléments qu'il y a dans les étoiles, on va se rendre compte qu'il y a 25 % des étoiles qui sont composées d'hélium. Et on est convaincu que cet hélium-là n'a pas
pu être formé dans l'étoile elle-même. Il n'y a pas eu assez de temps pour ça. Donc, il a fallu que, quand l'étoile se forme, que l'hélium soit déjà là. Alors, ça, c'est une information qui est connue. Alors, Gamma et Alpha vont réussir à expliquer comment autant d'hélium puisse exister présentement dans l'univers. Selon le folklore astronomique, on raconte que Alpha, c'est sa thèse de doctorat. C'est dans le cadre de son doctorat qu'il fait cette recherche-là. Alors, le jour de sa défense de thèse, qui est déjà une journée assez stressante, sans aviser son étudiant, Gamov invite tous ses collègues de Princeton, donc d'une des universités qui ne sont pas loin de l'université George Washington où Gamov enseigne. Et puis, va inviter un paquet de collègues parce qu'il considère que les travaux, les résultats sont très importants. Va même inviter la presse. Et Alpha raconte dans sa biographie que ça a été un moment très, très stressant pour lui. Et le lendemain, le Washington Post titre « L'univers a commencé en 5 minutes », ce qui est une façon un peu maladroite de résumer les travaux. Oui, Gamov, c'est un personnage assez particulier. Il y a un article qui est paru à ce sujet-là. Alors, Gamov, quand c'était le temps d'écrire les auteurs, qui étaient les auteurs de l'article, je trouvais ça drôle que son étudiant s'appelle Alpha, ça ressemble à la première lettre grecque qui est alpha, que son propre nom ressemble à gamma, troisième lettre grecque. Il se disait qu'il manquerait juste la deuxième lettre grecque qui est bêta. Or, il y a un physicien très connu qui s'appelle Hans Bethe, dont on a parlé quand on a parlé de la façon dont le Soleil brillait. Alors, Hans Bethe, c'est celui qui a découvert comment le Soleil pouvait faire pour transformer l'hydrogène en hélium. Alors, Hans Bethe est très connu à l'époque. Alors, Gamma va ajouter Beta comme auteur de l'article avec un astérisque en spécifiant dans le bas de la première page in absentia, en voulant dire oui, Beta fait partie des auteurs, mais il n'était pas là. Alors, la plupart de ceux qui vont lire l'article vont se dire, OK, Beta, c'est un personnage important, son nom n'est pas là pour rien. Donc, on va accorder du crédit à Beta, ce qui en enlève automatiquement à Alpha. Donc, Alpha, finalement, a été beaucoup moins reconnu pour ses travaux que ce qui aurait été mérité. Donc, on a ça. Problème. OK. Si on a 25% d'hélium qui peut être créé pendant le Big Bang, les autres éléments, eux autres, là, on trouve du carbone, on trouve du silicium, du fer dans le Soleil. Mais le Soleil, ce n'est pas lui qui les a fabriqués, ces éléments-là. Donc, il a fallu qu'ils soient là dès le départ. Alors, comment ont-ils pu être créés, ces éléments-là? Alors, il faudra que le modèle du Big Bang puisse répondre à cette question-là. Alors, étant donné qu'il y a deux problèmes quand même considérés majeurs, que l'idée d'univers qui aurait eu un début n'est pas si évidente que ça, il y a une hypothèse concurrente qui a été avancée dans les années 40 par Fred Hoyle, astrophysicien britannique très, très respecté, et ses collègues, Gould et Bundy. Alors, eux vont proposer un modèle où l'univers compense l'expansion en créant de la nouvelle matière entre les galaxies. Alors, voici la différence entre le modèle du Big Bang et celui de l'état stationnaire. Modèle du Big Bang, les points représentent des galaxies, admettons. On prend un carré d'univers, on le grossit, expansion. Alors, les points qui sont là se retrouvent dans un volume plus grand, donc ils sont plus éloignés les uns des autres. On recommence, donc encore plus éloigné. Donc, la densité de l'univers diminue à mesure qu'il s'expand, selon le modèle du Big Bang. Dans l'hypothèse de l'état stationnaire, ce qu'on dit, c'est que oui, le volume qui est là s'expand, on nie pas l'expansion, mais regardez, le carré qui est là devient le carré qui est là. Dans le carré initial, il y a seulement une galaxie, puis plus tard, dans le même carré qui est rendu plus gros, il y a plusieurs galaxies. Donc, il y a de la nouvelle matière qui apparaîtrait entre les galaxies à mesure qu'ils s'expandent, selon l'hypothèse de l'état stationnaire, ce qui garderait la densité de l'univers constante. Donc, l'univers, même si le temps avance, il y a toujours la même apparence, toujours la même densité. Donc, que l'on tourne le film à l'endroit ou à l'envers, il va toujours, malgré l'expansion, contraction si on tourne le film à l'envers,
être pareil, donc il va être éternel. Alors, le modèle de l'état stationnaire, lui, indique que l'univers est éternel, et si l'univers est éternel, ben, il fait juste dire les éléments lourds, dont on ne connaît pas l'origine aussi, on a juste à dire qu'ils ont toujours existé. Alors, on règle les deux problèmes qu'il y a avec le modèle du Big Bang. Univers éternel, donc il peut bien y avoir des étoiles qui ont 5 milliards d'années. Il n'y a pas de problème, l'univers, il a toujours existé. Les éléments lourds aussi. Pour pouvoir trancher entre les deux modèles, on va s'en servir pour faire des prédictions. Il y aura deux prédictions à discuter. La première, c'est l'écho lumineux du Big Bang. Ça, c'est une prédiction qui est faite par Gamow, Alpher et Herman dans les années 40. Prédiction qui va être quand même assez méconnue à l'époque. Eux ont comme idée qu'au Big Bang, on a une soupe de particules élémentaires, des protons, des neutrons, des électrons qui sont libres. Ils ne sont pas liés ensemble dans des atomes parce qu'il fait trop chaud. Et l'univers entre en expansion au Big Bang, il se refroidit, devient moins dense, et ils vont calculer qu'à un certain moment donné, 300 000 ans après le Big Bang, la température est descendue à 3000 degrés, et là, les électrons peuvent se lier aux protons pour former des atomes. Et quand ça arrive, ça, l'univers devient transparent au rayonnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la lumière peut enfin passer entre les atomes sans être déviée. Parce qu'avant ça, quand il fait plus chaud, les électrons sont libres, sont entre les protons, et des électrons libres, ça diffuse la lumière. Ça fait changer la direction de la lumière. Ce qui fait que l'univers, on considère qu'il était brumeux pendant les 300 000 premières années de son existence. Alors, si vous aviez comme espoir de pouvoir, avec un télescope assez puissant, voir le début de l'univers, le Big Bang, en regardant très, très loin dans l'univers, okay? Parce que la lumière prend du temps à nous arriver. Donc, vous pourriez penser que si on regarde suffisamment loin, on va pouvoir voir le Big Bang. Bien, je vous annonce que ce ne sera jamais possible. En tout cas, avec des télescopes qui marchent avec la lumière, parce que l'univers était brumeux les 300 premières années de son existence. Donc, le plus loin que vous êtes capable de voir, c'est ce mur de brume cosmologique-là, si le modèle du Big Bang est bon. Alors, la prédiction, c'est ça. La prédiction, c'est qu'on devrait pouvoir détecter cet écho lumineux-là encore aujourd'hui. La lumière qui a été émise par l'univers lorsque tout d'un coup, cette lumière-là était capable de passer entre les atomes. L'hypothèse de l'état stationnaire, pour elle, il n'y a pas de tel écho lumineux à détecter parce que l'univers n'a pas eu de début, il n'y a pas eu d'époque plus dense lors de laquelle ce rayonnement-là aurait pu émerger. Donc, pas d'écho lumineux à détecter selon l'hypothèse de l'état stationnaire. L'autre prédiction, c'est en lien avec la distribution des galaxies jeunes dans l'univers. Alors, selon le modèle du Big Bang, l'univers a un début. Les régions de la soupe de particules élémentaires qui sont un peu plus denses, la gravité fait effondrer ces régions-là pour former des galaxies. Alors, il y a des galaxies qui se formeraient peut-être 1-2 milliards d'années après le début de l'univers. Alors, ces galaxies-là vieillissent ensuite, puis notre galaxie, c'en est une qui se serait probablement formée justement 1 ou 2 milliards d'années après le début de l'univers. Sauf que notre galaxie n'est plus jeune. Notre galaxie est là 12-13 milliards d'années. Et une galaxie jeune, c'est différent d'une galaxie mature, comme la Voie lactée. Parce que les galaxies, on pense que les spirales, quand elles se forment, qu'il y a un trou noir géant en leur centre et que le gaz qui est dans la galaxie a tendance à tomber sur le trou noir. Et quand le gaz et la poussière tombent sur le trou noir, ça s'échauffe et il y a une quantité importante de lumière qui est émise. Et que les galaxies jeunes, donc, dans lesquelles le trou noir a encore quelque chose à manger, devraient avoir un centre beaucoup plus brillant. Alors, la prédiction du Big Bang, du modèle du Big Bang, c'est de dire, ces galaxies-là, les plus brillantes, on devrait les voir seulement à très grande distance parce que quand on regarde à très, très grande distance, on voit l'univers quand il était jeune. Autrement dit, si on regarde proche, on va voir des vieilles galaxies. Donc, on ne devrait pas voir de galaxies jeunes à courte distance. Alors, le modèle de l'état stationnaire, lui, va dire non, on devrait observer des galaxies jeunes réparties uniformément dans l'univers parce que ces galaxies jeunes-là peuvent se former
à partir de la nouvelle matière qui apparaît entre les galaxies à mesure qu'ils s'expandent. Là, en passant, si vous avez déjà une préférence pour le modèle du Big Bang parce que vous n'aimez pas l'idée de nouvelle matière qui apparaît gratuitement entre les galaxies, ce que je dois vous dire, c'est que la quantité de matière que ça vous prend pour que l'univers garde sa densité constante, c'est l'équivalent de 1 atome par siècle dans un volume correspondant à l'Empire State Building. Donc, c'est infime comme quantité de matière qui doit apparaître. C'est pratiquement impossible à mesurer. Bon, peut-être que vous avez entendu « rien ne se perd, rien ne se crée ». J'avoue, mais le modèle du Big Bang n'est pas mieux. Hein? Dans l'idée du Big Bang, vous n'avez rien qui existe, puis tout d'un coup, quelque chose apparaît. Alors, choisissez votre hypothèse difficile à croire. Dans les deux cas, il y a quelque chose qui dépasse l'entendement un petit peu. Là. Bon. Maintenant, les observations décisives. Donc, la troisième étape de la méthode scientifique, c'est la prédiction. Il reste que là, on n'a pas juste les prédictions à vérifier. Dans le cas de l'hypothèse du Big Bang, on a vu qu'on avait deux problèmes à régler. L'âge de l'univers, qui était trop petit, à cause de la constante de Hubble, qui était trop élevée, et l'abondance des éléments lourds. Alors, Badet et Sandage, au télescope du Mont Palomar, qui a longtemps été le plus gros télescope au monde, vont réussir, eux, à raffiner les observations faites par Hubble et à réévaluer la constante de Hubble, donc réévaluer l'âge de l'univers. Alors, l'idée, la façon dont ça marche, c'est la technique que Hubble a utilisée pour mesurer la distance aux galaxies, ce n'est pas celle qu'on a utilisée dans le cours 10. Ce n'est pas en regardant tout simplement des galaxies spirales et en supposant qu'elles avaient toutes la même luminosité. La méthode de Hubble consistait à chercher l'étoile la plus brillante d'une galaxie, donc la plus lumineuse, et à supposer que l'étoile la plus lumineuse de la galaxie A, admettons, était identique à l'étoile la plus lumineuse de la galaxie B, ce qui est très plausible comme idée. Alors, si vous avez une galaxie dont l'étoile la plus brillante est plus brillante qu'une autre galaxie, que l'étoile la plus brillante d'une autre galaxie, si elle est plus brillante, c'est que la galaxie en question est plus proche. Okay? Donc, par exemple, ici, ça, c'est l'observateur qui est là. On a une galaxie. Voici l'étoile la plus brillante. J'exagère un peu. Alors, la distance qu'on mesurait ici, ce serait, admettons, 1. Si vous avez une deuxième galaxie, plus lointaine, à une distance de 2, l'étoile la plus brillante va être moins brillante. Et si vous avez une galaxie qui est encore moins brillante, l'étoile la plus lumineuse, la plus brillante de cette galaxie-là devrait être encore moins brillante. Donc, on évaluerait distance de 3, admettons. Sauf que Badet et Sandage se sont rendus compte que dans plusieurs galaxies observées par Hubble, ce qu'il avait pris comme étant l'étoile la plus brillante était en réalité un nuage de gaz très chaud, qu'on appelle une région H2, c'est l'hydrogène. Alors, par exemple, lui, il voyait un nuage de gaz comme ça, donc aussi brillant que l'étoile qui est là, mais supposait que c'était une étoile, alors qu'en réalité, c'est une région H2. Alors, Hubble disait, cette galaxie-là est une distance de 2, okay, parce que la région H2 est aussi brillante que l'étoile qui est là. Donc, Hubble disait 2, mais la vraie distance, c'est 3, parce que c'est elle l'étoile la plus brillante. Alors, Hubble, en se trompant sur plusieurs galaxies comme ça, se trouve à avoir sous-évalué la distance aux galaxies. Il disait 2 alors que c'était 3, par exemple. Donc, dans son graphique de la vitesse en fonction de la distance, Hubble a obtenu quelque chose comme ça. Donc, la constante de Hubble, c'est la pente, alors qu'en réalité, les galaxies, leur distance a été sous-évaluée. La galaxie qui est là, en réalité, est plus loin. Donc, je la tasse vers la droite. Alors, je tasse un paquet de points vers la droite et finalement, la bonne droite qui passe à travers ces points-là, sa pente n'est plus la même. La vraie pente, qui a été réévaluée par Badet et Sandage, c'est plus 0,56. Bon,
plusieurs raffinements à travers les années. Aujourd'hui, on est à peu près à 0,07. Okay? Donc, on est 8 fois plus petit. Donc, l'âge de l'univers qu'on calcule à partir de ça est entre 13 et 14 milliards d'années. Alors, ça, on prend ça pour acquis. Aujourd'hui, si le Big Bang a eu lieu, vraiment, c'est il y a 13 ou 14 milliards d'années qu'il a eu lieu. À des Sandage, eux autres, ont réévalué l'âge de l'univers entre 10 et 20 milliards d'années. Okay? Alors, finalement, il n'y a plus de problème avec les plus vieilles étoiles. Il y a des étoiles qui ont 5 milliards d'années, pas de problème. L'univers aurait entre 10 et 20 milliards d'années. Alors, on vient de régler un problème là. Autre problème qui va être réglé, ce qui est particulier, c'est que c'est Fred Hoyle qui va le régler. Fred Hoyle, je vous rappelle, c'est celui qui avance l'idée de l'hypothèse de l'état stationnaire. Donc, c'est un opposant à l'idée du Big Bang. Mais Fred Hoyle, c'est un astrophysicien de très haut niveau qui va réussir à expliquer dans un article magistral en écran 57 sur l'origine des éléments que les éléments lourds, donc carbone, oxygène, silicium, fer, uranium, qui ont été formés dans les étoiles. Donc, l'hélium qui fusionne devient du carbone, le carbone qui gobe un hélium qui devient de l'oxygène, et finalement, on arrive au fer, et rendu au fer, ça bloque, et on finit par avoir une explosion des étoiles les plus massives, et pendant l'explosion, la supernova, les éléments lourds, donc l'or, l'argent, l'uranium sont formés. Il va expliquer tout ça dans l'article. Donc, finalement, d'où viennent les éléments lourds? Des étoiles. Alors, finalement, pourquoi il y aurait du fer dans l'atmosphère du Soleil? C'est pas parce que le Soleil a formé le fer, c'est parce que le Soleil s'est formé à partir des restants d'une étoile qui avait explosé auparavant. Donc, le Soleil, ce n'est pas une étoile de première génération. Il y a une supernova qui a explosé, dans laquelle il y avait du fer qui s'était formé, puis le Soleil s'est formé à partir de ce nuage de gaz-là, suite à la supernova. Alors, on vient de régler les deux problèmes avec le modèle du Big Bang, ici. Et Fred Hoyle, ben, c'est lui qui a donné le nom Big Bang à l'hypothèse pour en rire un peu. Donc, sur les ondes de la BBC dans les années 60, il a dit quelque chose comme This whole Big Bang idea, en voulant dire cette explosion-là qui n'a aucun sens. Puis finalement, le nom est resté. Bon, les vérifications de prédiction maintenant. Il y a deux prédictions principales, puis il y en a une des nœuds qui est pas mal plus convaincante que l'autre. Ce n'est pas d'elle qu'on parle en premier. Ici, c'est en lien avec des galaxies jeunes. Il y a encore des débats là-dessus aujourd'hui. Disons que les défenseurs d'état stationnaire, Fred Hoyle est mort aujourd'hui, mais il y en a encore qui continuent de penser qu'il y a eu un biais en faveur de l'hypothèse du Big Bang qui n'était pas justifié. Donc, je vous dis ça, Ryle dans les années 60, Ryle qui est en conflit avec Gould. Gould, c'est un des défenseur du modèle de l'état stationnaire avec Hoyle. Donc, Ryle, c'est un astronome britannique qui a une chicane avec Gould à propos d'un autre sujet. Et Ryle va découvrir des radiogalaxies, va faire un inventaire des radiogalaxies dans l'univers et va se rendre compte qu'elles sont beaucoup plus nombreuses à de grandes distances. Or, les radiogalaxies, on pense qu'elles sont plus jeunes. Donc, c'est une observation qui viendrait confirmer la prédiction du modèle du Big Bang, selon laquelle les galaxies jeunes devraient toutes être lointaines, mais il y aurait possiblement triché. Donc, il y aurait surévalué le nombre de galaxies, de radiogalaxies à grande distance. Donc, on ne prendra pas pour acquis, même si je vous en parle, on ne prendra pas pour acquis ça comme confirmant le modèle du Big Bang. Sauf que, quelque chose de plus convaincant, années 60 encore, on découvre le premier quasar. Un quasar, les quasars sont les objets les plus lumineux dans l'univers. On est convaincu aujourd'hui que ce sont des centres de galaxies jeunes. Alors, je parlais tantôt de matière qui tombe dans un trou noir, ça chauffe, ça émet beaucoup de lumière, ça fait un quasar. Les quasars, on en a détecté plusieurs depuis les années 60 et ils ont tous d'énormes décalages vers le rouge. Leur spectre est énormément décalé vers le rouge. Donc, ils seraient extrêmement loin. Selon la loi de Hubble,
Si leur vitesse est très grande, beaucoup décalée vers le rouge, ils sont extrêmement loin. En fait, ils sont tous très loin. Il n'y a pas de quasars proches. Alors, si les quasars sont des centres de galaxies jeunes, ils sont tous très loin, ça confirmerait l'hypothèse du Big Bang. Bon, ce qui est vraiment l'évidence la plus importante pour l'hypothèse du Big Bang, c'est la découverte faite par ces deux gars-là, Penzias et Wilson, dans les années 60. Eux ont pour travail de transformer une antenne radio en radiotélescope. Donc, c'est une antenne radio qui sert pour les communications, pour la compagnie Bell, puis eux doivent la transformer en radiotélescope pour observer le ciel. Or, en faisant des ajustements, ils se rendent compte qu'ils reçoivent, l'antenne détecte en continu un bruit de fond très faible dans les micro-ondes et ils ne sont pas capables de trouver la source. Initialement, ils se disent parce que notre antenne pointe vers New York, donc ça ici, c'est au New Jersey. Alors, ils font tasser l'antenne dans l'autre direction, détectent le même bruit de fond. Vont penser que c'est parce qu'ils pointent vers une région du ciel où il y a des radiogalaxies. Vont donc essayer plein d'autres régions du ciel, toujours le même bruit de fond. Vont vérifier le filage, vont trouver un couple de pigeons dans l'antenne, vont enlever le couple de là, enlever les pigeons de là, et le problème persiste jusqu'à ce qu'ils entendent parler d'une prédiction faite par Dickey, donc un astronome de l'Université Princeton. Dickey aurait prédit que l'univers aurait émis un rayonnement 300 000 ans après le Big Bang et qu'on pourrait le détecter aujourd'hui. Alors oui, tantôt je vous ai parlé de ça, mais ce n'était pas Dickey, c'était Gamow. Donc effectivement, Dickey ne savait pas que Gamow avait déjà fait la prédiction, a refait la prédiction de cet écho lumineux-là du Big Bang et Penzias et Wilson ont réalisé que c'est ce qu'ils détectaient depuis le début. Peu importe la région du ciel où ils pointaient, ils détectaient une intensité très faible de micro-ondes et ces micro-ondes-là sont l'écho lumineux du Big Bang. Présentement, vous êtes frappé par ces micro-ondes-là. Vous êtes frappé par de la lumière qui a été émise 300 000 ans après le Big Bang. Donc, ça, on appelle ça le rayonnement de fond cosmologique. Donc, le RFC, c'est l'évidence la plus importante pour le modèle du Big Bang. Donc, 1964 ou 65, qu'eux font cette découverte-là. 1978, on leur donne le prix Nobel. C'est rapide quand même. Les prix Nobel, souvent, sont attribués pas mal plus tard. Donc ici, non seulement on leur donne le prix Nobel assez rapidement, mais quelqu'un pourrait dire qu'ils ont été chanceux parce qu'ils ont découvert ça par chance. C'est pas ça qu'ils cherchaient. Bon, plusieurs mentionnent qu'ils ont fait leur chance, dans le sens où ce fameux bruit de fond-là, il est extrêmement faible et plusieurs ingénieurs moins minutieux, moins méticuleux, n'auraient même pas cherché de problème, n'auraient pas porté attention à ça parce que l'antenne pouvait faire son travail quand même. Donc, ils ont mérité jusqu'à un certain point le Nobel pour ça. Bon, les défenseurs de l'État stationnaire rendus là, lâchent pas le morceau. Ils vont donc être quand même assez impressionnés par cette découverte-là, mais vont analyser ça plus attentivement. Ils vont se rendre compte que le fameux rayonnement de fond cosmologique, il est extrêmement uniforme. Donc, ce qui nous vient de cette direction-là, de cette direction-là, c'est pratiquement la même chose. En fait, ça a l'air d'être exactement la même intensité. Si c'est la même intensité, ça voudrait dire que l'univers, il était extrêmement uniforme quand il a émis ce rayonnement-là. Donc, la soupe de particules était très, très uniforme. Tellement uniforme qu'il n'y a pas d'endroit où les galaxies auraient pu se former. Il n'y a pas d'endroit où la gravité pourrait prendre le dessus pour faire effondrer et former des étoiles. Donc, il semble y avoir un problème. Comment les galaxies se sont-elles formées, le rayonnement de fond cosmologique étant aussi uniforme? Alors, il y a principalement George Smoot, qui est un physicien ingénieur très, très motivé,
qui, dès les années 70, va essayer de détecter des fluctuations de densité dans le RFC. Alors, il va placer son détecteur à bord d'avion U-2, réussit pas à détecter de fluctuations. Ensuite, va participer à un projet qui s'appelle COBE, Cosmic Background Explorer. Alors, COBE, lui, c'est un satellite. On se dit, pour être capable de détecter les fluctuations aussi faibles que ce à quoi on s'attend, il va falloir que notre télescope soit à l'extérieur de l'atmosphère terrestre. Donc, il y a un projet de télescope en orbite autour de la Terre pour faire ça, COBE. On prévoit lancer ça au milieu des années 80, mais la navette spatiale Challenger explose en 86 et ça va retarder considérablement le projet. Finalement, Kobe est lancé en 89 et en 92, on annonce cette image-là. George Smoot mentionne à propos de l'image, pour quelqu'un de religieux, cette image-là, c'est comme le visage de Dieu. C'est comme voir Dieu. Qu'est-ce que c'est cette image-là? Vous avez déjà vu des cartes du monde dessinées dans une ovale comme ça ici. On appelle ça une planisphère. On prend quelque chose qui est sur la surface d'une sphère et on l'envoie en 2 dimensions. Alors, on se retrouve avec une ovale. Donc, vous aurez par exemple l'Amérique ici, vous auriez l'Europe, l'Afrique, l'Asie. Ben, c'est la même chose, mais au lieu d'être la surface sphérique de quelque chose, c'est l'intérieur de la sphère céleste. Et vous vous rappelez cette sphère céleste-là. Nous, la Terre, on est au centre de la sphère céleste. Donc, l'intérieur de la sphère céleste, c'est aussi la surface d'une sphère. Alors, cette surface-là, vue de l'intérieur, on la représente ici sur une planisphère. Et là où c'est bleu, c'est un peu plus intense que là où c'est rouge. Et la différence d'intensité, elle est infime. Regardez, là où c'est bleu foncé, admettons que ça vaut 100 001, bien là où c'est rouge foncé, ça vaudrait 100 000. Une partie par 100 000. Donc, ça prend quelque chose de très sensible comme appareil pour mesurer ça. Alors, il y a donc des fluctuations. Et là où c'est bleu, là où c'est donc plus dense, c'est là que la gravité va prendre le dessus et instiguer la formation des galaxies. Alors, finalement, on vient de régler le problème de densité extrêmement uniforme. Oui, c'est uniforme, mais il y a des fluctuations. Et les galaxies se seraient formées à partir de là. Il y a d'autres satellites qui ont pris des images comme ça avec une meilleure résolution depuis WMAP et Planck plus récemment. À partir de cette image-là, on peut déduire plein de choses. Donc, la géométrie de l'univers, l'âge de l'univers, toutes des informations qu'on peut déduire juste à partir de cette image-là. C'est assez complexe quand même là, comme méthode. Là. Alors, c'est pas mal réglé. Hein? Donc, c'est pas mal réglé en ce qui concerne l'hypothèse du Big Bang. Ces prédictions sont confirmées. On appelle donc ça le modèle du Big Bang ou la théorie du Big Bang. Bon, il reste des choses à discuter pour comprendre, en fait, quels sont les enjeux contemporains de la cosmologie. Puis en même temps, peut-être comprendre certaines choses par rapport aux limites de l'univers, au centre de l'univers. Ça vaudrait la peine qu'on introduise la géométrie et le destin de l'univers, qui est directement relié à ça. Alors, le physicien qui a le premier, à ce qu'on sache, avancé l'idée que l'univers pourrait être en expansion, mais de façon théorique, pas à partir de l'observation, c'est Alexander Friedman, un Russe, en 1922. Friedman, lui, va prendre la relativité générale d'Einstein. Donc, la théorie de la gravité d'Einstein, la relativité générale, il va l'appliquer à l'univers dans son ensemble. On va supposer que l'univers, c'est un fluide continu. On va supposer comme s'il y avait des étoiles partout. Et va regarder quelle est la dynamique de l'univers qui est possible selon les équations d'Einstein. Bon, il n'y a pas le choix de simplifier et de supposer que l'univers est un fluide continu. Sinon, c'est trop complexe à faire. Mais le résultat est applicable à l'univers. Alors, il va se rendre compte que l'univers ne peut pas être statique. L'univers ne peut pas être juste un volume comme ça qui ne bouge pas. Si vous partez avec un univers qui ne bouge pas comme ça, soit qu'il va se contracter ou
Si vous lui donnez un kick au début, donc une expansion, là, il va pouvoir évoluer. Mais cette expansion-là va possiblement ralentir à cause de la gravité des objets qui sont dedans. Alors, il se rend compte de ça, que l'univers doit être en expansion, que l'expansion ralentit à cause de l'attraction gravitationnelle entre les galaxies, et il va se rendre compte aussi qu'il peut être courbé sur lui-même, l'univers, ou il peut être plat. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Plat, là, c'est difficile de s'imaginer qu'un volume peut être plat. Donc, on va préciser ça. Alors, les 3 géométries d'univers, selon Friedman, puis ça continue d'être vrai aujourd'hui, OK? Il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là. On a ce qu'on appelle l'univers fermé. Nous, ce qu'on va faire, c'est que, oui, l'univers, c'est un volume. Mais, comme on vient de dire qu'il pouvait être courbe, un volume courbé sur lui-même, on n'est pas capable d'imaginer ça. Pour imaginer ça, il faudrait être capable de percevoir une 4e dimension d'espace. Pour voir qu'un volume en 3 dimensions est courbé, il faudrait qu'il courbe dans une 4e dimension. Alors, on n'est pas capable de percevoir ça. Ce qu'on fait donc, c'est qu'on fait l'analogie avec une surface en 2 dimensions qui, elle, peut être vue comme étant courbée par nous. La surface d'un ballon, par exemple, c'est ce que vous avez ici. La surface d'un ballon, elle est courbe. Et ce qu'on va déduire de la surface d'un ballon, ça va s'appliquer à un volume qui serait aussi courbé. Donc, on appelle ça l'univers fermé. C'est un univers dans lequel la densité, la quantité d'étoiles qu'il y a dedans, la quantité de matière qu'il y a dedans, elle est élevée. Alors, s'il y a beaucoup de matière dans cet univers-là, il y a de l'attraction entre la matière, donc l'expansion va ralentir et éventuellement, cet univers-là, l'expansion va s'arrêter et il va entrer en contraction. Okay, donc, on a déjà une idée du destin de cet univers-là. C'est un univers qui part avec un Big Bang. Éventuellement, l'expansion s'arrête. On a une contraction et qui finit en Big Crunch. Cet univers-là, il est fini. Donc, la surface ici, c'est une surface finie. La surface d'un ballon, on pourrait la mesurer en centimètres carrés, c'est fini. Mais elle n'a pas de limite. Un insecte qui pourrait se déplacer sur un ballon sans jamais s'arrêter et jamais atteindre le bout. Okay, donc, la surface du ballon, elle n'a pas de limite. Alors, le volume, lui, de l'univers, s'il est fermé, il n'a pas non plus de limite. Le volume serait courbé sur lui-même. Je fais un signe avec ma main, mais je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas s'imaginer ça. Le volume est courbé sur lui-même, ce qui fait que si vous dirigez dans une direction, vous marchez toujours dans la même direction, vous reviendrez au point de départ dans cet univers-là. On ne pense pas que l'univers soit comme ça, en passant. On pense que l'univers est probablement plat. Un univers plat, l'analogie en 2 dimensions, c'est une surface comme la surface d'une table, à la différence que ce sera une table de surface infinie. Alors, cet univers-là, l'univers plat, c'est un univers dans lequel la densité, elle a une valeur très précise. On appelle ça la densité critique. Donc, il y a un ralentissement de l'expansion à cause de la matière, mais l'expansion finit jamais par s'arrêter vraiment. L'expansion est de plus en plus lente, mais ne s'arrête jamais. Et le volume d'un tel univers, il est infini. Donc, ça ici, ça s'expand dans toutes les directions. Comment déduire la forme de l'univers, s'il est courbe ou plat? La vraie façon, c'est à partir de l'image du rayonnement de fond cosmologique, la taille des taches. Mais c'est assez complexe. Moi, je pourrais vous parler d'une méthode difficile à réaliser, mais facile à comprendre. Imaginez-vous que vous êtes 3 astronautes, vous pouvez vous déplacer rapidement dans l'univers, vous avez chacun un laser, et vous décidez de former un triangle à l'aide de lasers dans l'univers. Donc, vous envoyez votre faisceau laser vers votre ami A, lui envoie un faisceau laser vers votre ami B, qui lui vous envoie son faisceau laser. Alors, vous prenez votre faisceau laser, le faisceau laser que vous recevez, vous mesurez l'angle entre les deux. Vous trois, vous faites ça, faites la somme des angles. Si ça donne 180 degrés, c'est que vous êtes dans un univers plat. Si vous êtes dans un univers fermé, courbé sur lui-même comme ça, la somme des angles serait plus grande que 180 degrés. Puis dans l'autre type d'univers, il ne faut pas l'oublier, il y en a un troisième, c'est un univers qu'on appelle ouvert. C'est un univers où la densité est faible, donc l'expansion ne s'arrête jamais, se poursuit aussi. Et les galaxies sont de plus en plus loin les unes des autres. Puis à un moment donné, ça devient très froid, il n'y a plus rien, on appelle ça un big chill. C'est aussi un volume infini qui serait courbé.
un peu comme une selle de cheval. Mais la surface ici serait une surface infinie. C'est-à-dire que la courbure qui est là, elle se poursuit. La courbure qui est ici, elle se poursuit. Alors, c'est un univers qui est aussi infini. Donc, voyez pourquoi est-ce que l'univers n'aurait pas de limite ni de centre? Il n'y a pas de limite à la surface d'un ballon. Il n'y a pas de centre à la surface d'un ballon. Il n'y a pas de limite ni de centre à une surface infinie, que ce soit elle ou que ce soit elle. Donc, l'univers n'a pas eu de centre, n'a pas de centre, désolé. Et le Big Bang, si on parle d'un univers plat, on pense que l'univers est comme ça, donc infini, ça veut donc dire qu'il y a eu lieu en tous les points en même temps. Donc, le Big Bang aurait eu lieu en tous les points de l'espace. L'univers est infini, il a toujours été infini, donc, l'infini, vous le divisez par n'importe quel nombre, ça reste infini. Donc, si l'univers est infini maintenant, il était infini au Big Bang. Donc, le Big Bang, c'est vraiment quelque chose qui arrive en tous les points de l'espace. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'univers qu'on voit actuellement jusqu'au mur de brume cosmologique, cet univers-là, on appelle ça l'univers observable, lui, il était contenu en un point au Big Bang. Mais si l'univers est infini, tu ne peux pas dire que tout l'univers vraiment qui est infini, qu'il était contenu en un point. Donc, souvent, on entend ça. L'univers était contenu en un point au Big Bang. Faux. L'univers observable, peut-être, pas l'univers au complet. Bon, problème. Ce qu'on pensait initialement, c'est que au début de l'univers, quand il y a eu le kick initial, l'expansion initiale, cette expansion-là était rapide, mais qu'à cause de la matière qui est dans l'univers, l'expansion a ralenti. Alors, plus on regarde loin dans l'univers, plus on devrait voir des galaxies qui s'éloignent rapidement, parce que l'expansion était plus grande à cette époque-là. Ce qui veut dire que la constante de Hubble, qui est le taux d'expansion, devait être plus grand. Autrement dit, la pente de notre graphique devait augmenter avec la distance. Si vous en perdez des bouts ici, ce n'est pas grave, juste que vous voyez qu'il y a une certaine logique. Donc, c'est plus vraiment une droite qui est attendue. C'est une droite qui est attendue à basse distance. Et quand on arrive assez loin, on s'attend à ce que le taux d'expansion de l'univers soit plus grand dans le passé. Donc, à ce que la courbe remonte comme ça. Alors ça, c'est ce qui était prévu. Que l'expansion de l'univers était plus rapide dans le passé, donc l'expansion de l'univers a ralenti. Or, ce qui est observé, c'est le contraire. On a observé des supernovas dans des galaxies très lointaines et on s'est rendu compte qu'elles s'éloignent plus lentement que prévu. Pas plus rapidement que prévu, plus lentement que prévu. Donc, ça voudrait dire que l'expansion de l'univers s'accélère. L'expansion était plus petite dans le passé qu'aujourd'hui. Donc, ça ne correspond pas à ce qui est attendu. Premier problème. Ensuite, les observations démontrent que la densité de la matière dans l'univers compte pour 26% de la densité critique. Alors, on a parlé de la densité critique. La densité critique, c'est la densité de la matière dont vous avez besoin pour que l'univers soit plat. Or, quand on mesure la taille des fluctuations dans la RFC, ce qui revient à notre technique avec les lasers, on découvre que l'univers, il est plat. Vraiment, là, l'univers est presque parfaitement plat. Donc, si l'univers est plat, sa densité devrait correspondre à la densité critique. Or, la matière qu'on sent, qu'on est capable de détecter dans l'univers, c'est juste 26% de densité critique. Donc, il manque un 74% de matière ou d'énergie dans l'univers pour qu'il ait la densité critique et qu'il soit donc plat. Donc, pour résoudre les deux problèmes en même temps, on a avancé une hypothèse supplémentaire dans le modèle du Big Bang, l'hypothèse de l'énergie sombre. Alors, l'énergie sombre correspondrait à 74% de la densité critique. Okay? L'énergie, la masse, E égale mc carré, c'est à peu près la même chose. Donc, on peut compenser le manque de matière, 74%, par de l'énergie. Et cette énergie-là, elle aurait la propriété d'agir comme une antigravité. Donc, une force répulsive entre les galaxies.
et elle serait donc responsable de l'accélération de l'expansion. Alors, on résout les deux problèmes à l'aide de cette hypothèse-là, mais on n'a aucune idée c'est quoi la nature de l'énergie sombre et on n'a aucune façon de la détecter. On n'a pas trouvé de façon de vérifier. En fait, on n'a pas trouvé de façon de faire de prédiction à partir de l'hypothèse de l'énergie sombre. Donc, certains prétendent que ce n'est même pas une hypothèse scientifique. Que si on ne peut pas faire une prédiction à partir d'une hypothèse, elle n'est pas scientifique. Donc, dans la partie quels sont les enjeux contemporains de la cosmologie, si vous répondez à la troisième question, ben, l'énergie sombre, c'est de ça que vous devriez discuter.